suis ravie de vous voir pour cette première conférence de l'année 2023. On l'a beaucoup attendu, je ne sais pas si vous vous en rappelez. La première fois, Claude a eu un gros problème de santé, conférence annulée. Deuxième année, le Covid a tout fermé. Troisième année, nous avions décidé d'arrêter les conférences. Ça tombait bien, il avait le Covid. Donc là, c'est quand même la quatrième fois qu'il est en chair et en os devant vous. Il va pouvoir vous présenter sa conférence. Alors moi, j'ai eu l'occasion de la découvrir lors de l'Assemblée Générale de l'Association culturelle. Et j'étais absolument époustouflée de la façon dont il a présenté cette conférence, des précisions apportées. Et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose que les gens devraient connaître. Parce que je pense que vous allez en retirer plein de bonnes choses, plein d'anecdotes historiques, c'est très chiadé, c'est très pointu, c'est très bien fait, donc je souhaitais quand même que le public puisse la découvrir. Alors avant de lui passer le micro, je voulais simplement vous signaler que nous ferons notre dernière conférence de l'association L'Arche en Animation le samedi 11 février, et que le thème sera prendre conscience du pouvoir des vaccins pour affiner ses critiques. On a attendu que la période Covid soit passée pour pouvoir en parler. Et puis simplement aussi vous signaler qu'à Le Monde, il y a le Salon du Livre. Merci Dominique, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon, voilà, c'est effectivement la quatrième tentative sur cette conférence. C'est fruit d'un travail personnel que j'avais fait pour l'association culturelle. On m'avait demandé de le présenter dans le cadre de l'AG. Où Dominique était, elle m'a dit il faut absolument que je réédite cette conférence. Donc peut-être, je m'en excuse au précipiter. Déjà à l'AG, ça va être une redite par rapport à ce qui était, au moins en partie par rapport à ce qui était dit il y a maintenant 4 ou 5 ans. Alors le titre, Saint-Mathurin de l'Archant. Saint-Mathurin de l'Archant, c'était le nom de l'Archant au Moyen-Âge, donc ça va nous transporter au Moyen-Âge. Image de la Jérusalem céleste avec un point d'interrogation. Donc c'est un peu le chemin que je vous propose de parcourir ensemble. Alors on va essayer la technique. Voilà. Donc, le point de départ de tout ça, c'est ce monsieur-là, c'est Édouard Gardebois, qui est architecte, et qui dans les années 2000, dans le cadre d'un classement du village, alors l'acronyme ZPPUP, je vous l'épargne, je ne saurais pas le décoder, a fait une analyse à la fois du bâti, de l'architecture, mais aussi de l'organisation du territoire. Et donc, il souligne, dans son étude paysagère, l'importance du nombre 12 et du nombre 5 dans l'organisation de l'espace rural. Donc, l'objet de la conférence, c'est de savoir, effectivement, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, derrière cette idée. Est-ce que c'est simplement un rêve, une spéculation, ou si derrière, il y a une réalité, derrière la vision de cet architecte. Alors il nous dit, voilà, ça c'est l'Archant, le plan de l'Archant, vous connaissez l'église, et donc il nous dit que l'église s'inscrit dans un premier cercle, et dans un deuxième cercle, et que ce cercle est divisé en 12 parties. Donc c'est là où il voit le 12. Alors vous le voyez ou vous ne le voyez pas, hein, donc, alors il y a certes une ruelle qui existe encore, donc celles qui sont marquées d'un trait gras, et puis d'autres qui ont disparu. S'il y a eu une ruelle un jour, elle aurait pu emprunter, enfin en tout cas longer ce mur-là. Alors il se trouve quand même coïncidence qu'il retrouve en commun le tracé d'une ruelle qui a effectivement existé, la ruelle de l'Ours qui n'existe plus aujourd'hui. Bon, on est en tout cas dans l'hypothèse, et donc mon idée était de regarder un petit peu si effectivement les dimensions qui étaient celles de ces deux cercles-là présentaient un sens par rapport à la métrologie de l'époque. Donc après, on peut utiliser des outils comme Géoportail, Google Earth ou Cadastre pour mesurer la distance et le diamètre de ce cercle-là. Alors il se trouve que ce diamètre fait 30 perches, c'est-à-dire 540 pieds, pied carolingien qui était le pied qui était en usage à l'époque. Et il se trouve que l'église s'inscrit dans un cercle qui est du tiers de ce grand cercle-là, donc les 10 perches. Donc on est sur des multiples de la perche. La perche est une unité de mesure des arpenteurs. Donc un arpent, c'est une perche au carré, et étymologiquement, donc l'arpentage vient de pertica, donc de la perche.
Donc on est sur un multiple de la perche. Donc deuxième coïncidence qui pourrait plutôt renforcer l'idée initiale de garde-bois. Alors non seulement il voit un îlot ici, mais il voit aussi 5 portes. Alors ça, les portes elles ont existé, historiquement on sait qu'il y a eu 5 portes à l'Archamp, mais lui il devine 5 voies qui partiraient d'un centre hypothétique et qui diviserait donc l'espace circulaire en 5. On a bien effectivement autour de l'Archamp 5 portes, une fortification dont il reste quelques traces de murs, et donc il y voit 5 voies. Deuxième exercice, si effectivement il y a eu une division de l'espace qui a été pensée, on peut penser qu'il y a une géométrie, donc est-ce que effectivement ces voies présentent une organisation géométrique. Donc vous avez les 5 voies, l'orientation théorique des 5 voies par rapport au nord, on est à 12 degrés. Si on avait vraiment une géométrie, on observerait ces azimuts-là pour les différentes voies. Et puis vous avez ici ce qu'on observe sur le terrain. Alors ça marche bien pour 3 voies, pour la 4e, ça marche un peu moins bien, il y a 2 degrés d'écart par rapport à ce que le modèle prétend. Alors ça pourrait s'expliquer par le fait que le tissu urbain s'est développé. La porte des salons était probablement à ce niveau-là. Pour ceux qui connaissent bien l'Archamp, il y a une maison avec une archère. Et une archère, ça se place à la porte, pas à l'intérieur du village. Donc la porte initiale est probablement ici, et cette partie-là, ce triangle, correspond à une extension du bâti. Donc première hypothèse, ça pourrait s'expliquer, l'écart, mais il est petit, ça pourrait s'expliquer de cette façon-là. Il y a quand même un écart ici important, et Garde-Bois fait l'hypothèse que la construction de l'Hôtel-Dieu a pu, ou aurait pu, déplacer la position de sa porte, cette porte qui est la porte de la Bretonnière, celle par laquelle beaucoup d'entre vous sont allés. Donc deuxième coïncidence. Mais il ne s'arrête pas là, c'est un visionnaire, il dit ces 5 voies se prolongent hors les murs, et il essaye de retrouver dans le prolongement, dans les routes et les chemins actuels, un prolongement de ces voies, et donc tout ce qui est en gras correspond à des chemins existants ou des routes existantes. Donc il suggère que ces voies se sont prolongées hors les murs. Vous voyez qu'il va très loin dans les hypothèses qu'il fait. Et donc il va même encore plus loin en disant non seulement ces voies se prolongent dans les murs, mais le bâti, les villages alentours, ont été organisés de façon circulaire, selon 2 cercles concentriques, qu'on voit ici matérialisés, par des petits cercles verts. Et si on fait le tour, pour ceux qui connaissent un peu la région, là on avait Sonville, il y a eu un prieuré au Moyen-Âge, à cette époque-là. On a Busseau ici, donc vous avez Puiselet, Chemin-Villiers, il y a la Pierrefitte quelque part, Guercheville, Amponville, si je ne me trompe pas, une carrière qui a pu emporter une borne ici, toutefois un jour il y en a eu une, et puis vous avez la chapelle là. Donc il y a un certain nombre d'églises associées, et puis voici le 2e siècle, si on fait le tour, donc on a Uri ici, Reclose, Grès-sur-Loing, Moncourt, Fromentville, la commanderie de Beauvais. Ici on a Nemours, ici on n'a rien du tout. On arrive à Auferville, Aubsonville, Burcy, Rumont, Pierre-Avilain, et donc une borne. Voici aux Cailles, la commanderie de Fourches, la commanderie templière de Fourches, et puis ici Achève. Donc voilà les spéculations de Garde-Bois. Et vous reconnaissez donc ce tracé-là, régulateur. Il nous dit, coïncidence ou pas, que ça reprend le tracé du double déambulatoire de Notre-Dame de Paris. Donc on est exactement sur la même géométrie. Hypothèse, en tout cas, il fait ce rapprochement, disant on a un double voûtement qui ressemble à la géométrie, à l'organisation du territoire sur ces 2 cercles à cette époque. Alors il faut savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, que le seigneur de l'Archamp,
c'est la cathédrale, c'est Notre-Dame, le chapitre de Notre-Dame de Paris, ou la ferme du chapitre, etc. Donc celui qui avait l'autorité sur le territoire était la ferme, était le chapitre de Notre-Dame. Et ce double mouvement a eu un retentissement important. Ça a été le premier du genre, et donc qui a fait parler de lui jusqu'au 15e ou au 16e siècle. Alors voilà ce qu'il nous dit. La composition se caractérise par la présence de villages ou hameaux, espacés sensiblement régulièrement décidément, sur 2 cercles, et dont les rayons mesurent environ 4000 et 7500 mètres. 5 rayons principaux divisent régulièrement ces cercles. Ce système, j'ai un découpage en triangle quasiment identique. Il est à remarquer que le même principe géométrique sera retenu au XIIe siècle donc pour voûter le double déambulatoire de Notre-Dame de Paris. Donc là, je cite Édouard Calvet. Même exercice. Qu'y a-t-il derrière cette idée? Y a-t-il une réalité ou un fond de réalité? Donc l'exercice a consisté à reprendre le motif et puis à mesurer la distance en termes de métrologie. Est-ce qu'il y a effectivement une distance qui serait à peu près constante sur les cercles? C'est pas une illusion sur ce premier cercle, ce deuxième cercle. Alors pour faire l'exercice, je me suis dit je vais partir de l'église de l'Archant, puis je vais aller jusqu'à l'église de Burcy, comme ça au moins j'aurai un point de repère. Parce qu'on peut prendre un repère un peu partout. Et puis j'ai fait la même chose pour tout ce qui était mesurable. Alors il n'y a quasiment que des églises, sauf la pierre frite, qui est une borne que j'ai inclus dans le dispositif. Alors à gauche, vous avez le cercle le plus grand. On est en kilomètres, 7,55. On est à peu près dans les Scaliger de bois, 7500 mètres, 7550 mètres. On a un écart type pour ceux qui sont un peu batteux, donc il y a une erreur autour. De ces 7500 mètres, vous voyez que c'est pas tout à fait 5500 pour tout le monde. Et puis on fait la même chose pour le cercle intérieur. Bon, 4300, il nous a dit environ 4000 mètres, on est un peu au-dessus. Il y a un écart type qui est à peu près du même ordre, donc il y a une erreur. Donc ça peut être tout simplement lié au hasard ou pas. Ce qui est troublant, c'est quand vous faites le rapport des deux, vous tombez sur racine de 3. Et donc derrière racine de 3, c'est évidemment de la géométrie, c'est de la triangulation, etc. Donc je vous rappelle, c'est mon terme, hein, donc le triangle équilatéral, si vous avez une base qui fait 1, un grand côté qui fait 2, le dernier côté fait racine de 3. Et c'est comme ça qu'on mesurait les distances, on ne mesurait pas avec un décamètre et que les arpenteurs travaillaient. Deuxième chose troublante, c'est ces 7500 mètres ou ces 4300 et quelques, est-ce que finalement ça coïncide avec la métrologie qui avait un sens à l'époque? Et donc on revient sur l'idée de banlieue. En latin ancien, donc le-ga, c'est le lieu du ban. Le ban était le droit seigneurial, et puis progressivement c'est devenu le territoire sur lequel le ban seigneurial s'appliquait. Et donc si on accepte l'hypothèse d'un tracé régulateur harmonieux, donc la distance de l'Archant à Burcy devrait tomber sur un multiple de la lieue. La lieue étant une distance, en tout cas, c'est l'idée que j'ai essayé de développer. Et donc on a, avec la lieue, enfin le pied, qui est le pied de l'époque, le pied carolingien, on multiplie par 7500, ce qui est le nombre de pieds dans une lieue, on retombe à 2% et demi près sur 3 lieues. Ça, c'est pour le grand cercle. Et puis pour le petit cercle, on retombe sur racine de 3, donc là, une division. Alors, on va ajouter à ça le fait qu'on a une progression géométrique des surfaces du cercle. Je vous explique. C'était connu déjà, alors un peu plus tardif, 13e, 14e siècle. Ça, c'est un traité d'arithmétique et de géométrie. Et donc, dans ce traité-là, la raison 30 dit elle a pour objet la division du travail entre deux maçons qui doivent polir une pierre circulaire de 10 brasses de diamètre, et il est proposé de chercher le rayon du cercle de moitié de surface. Donc ils veulent se partager le travail en deux, il y en a un qui ne veut pas faire plus que l'autre, donc il faut diviser le cercle en deux, comme on fait pour diviser la surface. Et donc la réponse c'est racine de 2. On divise le rayon par racine de 2 et on a le rayon
pour diviser en deux la surface du cercle. Et donc là, ils se sont posé la même question pendant le traité arithmétique, mais à l'inverse. Et donc la raison 131 traite du problème inverse, c'est-à-dire doubler, tripler, quadrupler la surface d'un cercle. Et donc il se trouve qu'il faut multiplier par racine de 3 pour tripler la surface du cercle. Alors je vais revenir un peu en arrière. Ici, il y a un cercle fictif, il n'y a rien, il n'y a pas de village là-dessus. Et donc, il se trouve que cette distance-là correspond à une lieue, qu'autrefois sur la route de Guercheville, il y avait une borne, enfin en tout cas une croix de chemin, qui matérialisait la limite de commune entre Guercheville et l'Archamp, et qui se situe précisément sur ce cercle-là. Donc on a un cercle ici de surface 1, ici on a un cercle de surface 3, et ici on a un cercle de surface 9. En multipliant à chaque fois par racine de 3, on augmente la surface, on multiplie la surface par 3. Ça fait beaucoup de coïncidences. Alors je passe là-dessus, mais il faut savoir qu'au XIIe siècle, on reviendra sur le pourquoi du XIIe siècle, on est en plein débat sur la Trinité. Donc, le 3, il revient régulièrement. Et donc, il y a ceux qui pensent que Dieu est incarné par 3 personnes, Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc le 1 en 3, et ceux qui pensent que Dieu est unique. Et donc c'est un débat, ça va même jusqu'au procès à cette époque. Je passe. Alors ça, ce qu'on a vu, c'est le travail de Garde-Bois. Il y a un autre chercheur qui s'appelle Jean-Paul Lemonde, et qui s'est intéressé à l'église de l'Archamp et à ses dimensions. Donc il a fait une étude dimensionnelle sur l'Archamp, qui est assez flou, donc vous ne reconnaissez pas, c'est l'église de l'Archamp, et donc voici Jean-Paul Lemonde. Alors il fait une étude dimensionnelle, et il conclut, indépendamment du travail de Garde-Bois qu'il ne connaissait pas, que le nombre 12 et le nombre 5 étaient aussi présents dans l'église de l'Archamp. Alors, c'est pas trop difficile à deviner, hein, si vous regardez la voûte, ici, l'Archamp, elle est divisée en 5. Il y a 5B sur 2. Maintenant, ça va un peu plus loin. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais donc, le travail de Jean-Paul Lemonde est assez exceptionnel. Je peux vous indiquer un certain nombre de références. Il a un site internet qui est bien fait, et il déploie un peu toute la méthodologie qu'il utilise pour aborder les églises de la période romane et gothique. Donc il est venu à l'Archamp. Donc voilà son livre, que j'ai amené avec moi si certains veulent jeter un coup d'œil, qui explique un petit peu sa méthodologie. À l'époque, les nombres ont une grande importance, donc on va incorporer dans le bâti une symbolique des nombres, et lors de la conception d'un projet, le maître bâtisseur fait appel aux figures et mesures géométriques, et donc aux nombres, avec une symbolique derrière. Et alors il choisit des dimensions et des proportions en fonction du message qu'il veut incorporer dans la vie. Alors, pour illustrer ça, si vous allez à Chartres, vous retrouvez une sculpture de Pythagore sur le portail ouest de la cathédrale de Chartres. Et on est dans une période où les nombres et la symbolique ont une importance extrême et sont incorporés dans le bâti. Alors, on va illustrer ça, mais un peu plus tard. Alors, là, quelques éléments de méthode sur ce qu'a fait Jean-Paul Lemonde. Il nous explique que ce qui est déterminant dans les dimensions d'une église, c'est la date où l'on fête le saint auquel est dédiée l'église. Donc pour nous, ça sera Saint-Mathurin. Ce ne sera pas seulement Saint-Mathurin, ce sera aussi Saint-Pierre, puisque l'église la plus ancienne, les informations qu'on a les plus anciennes sur notre église, c'est qu'il y a une double dédicace à la fois à Saint-Pierre et Saint-Mathurin. Alors il nous explique que, en s'inspirant, bon, c'est sa méthodologie, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais que les dimensions d'une église vont dépendre de la date du jour du saint, et puis d'un certain nombre de nombres symboliques qui sont choisis par le maître bâtisseur. Alors le jour de la fête du saint, on plante un poteau d'une dimension choisie, on attend midi, et on va reporter au sol l'ombre portée du soleil, une espèce de dialogue entre
le ciel et la terre, le maître bâtisseur plante un poteau, Dieu répond, le soleil répond, et projette une ombre au sol. On a juste sur ce point-là un double carré dont le maître bâtisseur va choisir aussi les dimensions pour des raisons symboliques. Et ce double carré va permettre, en fonction d'un certain nombre de vocations, la vocation de l'Église, soit être une vocation paroissiale ou une vocation d'église de pèlerinage, on va choisir du pied du poteau jusqu'à l'un des angles du double carré. Ça va déterminer l'axe et l'orientation de l'Église. Donc il a choisi deux choses pour l'instant, deux nombres, hein, le maître bâtisseur, la hauteur du poteau, ce qui au passage ce sera le point de l'autel, hein, c'est le point de communication entre la terre et le ciel. Il oriente l'Église en fonction de ce double carré, il a choisi aussi une dimension de ce double carré. Et donc il reste à déterminer la longueur totale de l'Église, donc c'est le troisième des chiffres, des nombres symboliques qui vont faire totaliser le nombre de fondations. Alors c'est très compliqué, hein, je vous ai perdu. Donc retenez que c'est juste une date et un certain nombre de choix en matière de nombres pour obtenir un grand nombre symbolique. Alors ça donne quoi à l'argent? Poteau 12, je ne rentre pas dans le détail, hein, sinon on est encore là demain matin. Donc le poteau c'est 12, le double carré, longueur 96, on est en pied de l'époque, et puis la longueur totale 180 pieds. Vous vous souvenez, garde-bois, 10 perches, 18 pieds par perche, 180 pieds, on se retrouve aussi avec le même type de méthodologie. Voilà, 180, 96 et 12, 288. Donc on a un nombre qui est aussi symbolique, puisque c'est 2 fois 144. 144, c'est 12 fois 12. C'est quoi? 12 fois 12. Alors je vous ai dit qu'il y avait une double titulature, le 1er novembre Saint-Mathurin, et puis 29 juin Saint-Pierre. Et donc le deuxième grand nombre symbolique, c'est associé à Saint-Pierre, c'est un poteau de 156 pieds de haut, 96, même double carré, même orientation de l'église, même longueur évidemment. On peut avoir deux longueurs pour une même église. Et donc le total fait 432, c'est-à-dire 3 fois 144. Et le grand nombre symbolique de notre Église, avec une double titulature, c'est la somme des deux nombres. Ce qui nous donne 432 plus 288, 720, 10 fois 72, 2 fois 360, 5 fois 144, 5 fois 12 au carré. On retrouve le 5, le 12 au carré. Là, vous n'y croyez plus. Hein. Je vous ai perdu. Pas d'accord. Bon, néanmoins, ils ne connaissaient pas le travail de garde-bois. Alors, un petit rappel sur la symbolique des nombres. Hein. Donc, le nombre 5, pentagone, pentagramme. Vous avez vu aussi l'étoile à 5 branches, etc. On est dans cette logique-là. C'est une connotation à l'époque médiévale avec l'homme. Da Vinci Code, l'homme de l'énergie, le 5. Donc ça fait référence aussi au 5 et du Christ. Ça fait aussi référence à la parabole de l'époux et des 10 vierges. Vous connaissez les vierges folles, les vierges sages? Enfin, attention, si vous passez par l'église, dans le portail, il y a les 5 vierges folles, les 5 vierges sages. Donc elles sont aussi présentes physiquement à leur jour. Donc le 5 à nouveau associé donc, aux 5 vierges. Sage, 5 vierges. Donc 5. Alors on trouve le 5 aussi, 5 bombes d'étoffes, 5 cadres de bois et 5 piliers du tabernacle, donc dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Les 5 coudées de l'autel des holocaustes, bon, on retrouve le 5 dans les Écritures, c'est probablement moins connu, mais on retrouve le 5 à différents moments. Les pythagoriciens associaient le 5 à la quintessence, au 5e élément. Et le pythagorisme, vous voyez, Pythagore était sur le portail de Chartres, donc le pythagorisme était très présent à l'époque de la construction des catholiques. Et puis selon Macron, le 5 représente le Dieu suprême et la totalité de l'univers. Bon, retenez simplement que le 5, c'est l'homme, en tout cas dans l'imaginaire médiéval, pas seulement, mais principalement c'est l'homme. Alors le 12, j'aurais peut-être dû vous poser la question, le 12, qui se lance.
Oui. Les 12 signes du zodiaque, les 12 tribus d'Israël, et puis c'est aussi, le 12 c'est 3 x 4. 3 c'est la Trinité, 4 c'est les 4 éléments, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc le 3, Dieu, la Trinité, la dimension spirituelle, le 4, la terre, les 4 éléments, donc entre la matérialité et la spiritualité. Le 4 corporel, le 3 spirituel, les 12 apôtres, vous l'avez dit, les 12 tribus d'Israël, vous multipliez les deux. Donc c'est l'idée de diffuser la Trinité dans les 4 parties du monde. Donc il y a derrière une symbolique, hein, donc, derrière ces noms. Puis après, c'est un nombre que vous retrouvez dans l'Apocalypse de Saint Jean. 144 000, c'est le nombre des élus, donc qui accéderont à la Jérusalem céleste. Bon, vous voyez venir. Voilà, on ajoute le millier parce que ça fait mieux. Hein. Voilà, 12, donc vous le retrouvez ici, donc 12, le 144 fait référence à la Jérusalem céleste, le plan carré, 12 portes. J'invente rien, hein, ça c'est dans l'Apocalypse, hein, donc 12 portes marquées au nom des 12 tribus d'Israël, son rapport à 12 assises, au nom des 12 apôtres, de 12 000 stades de côté, et haut de 144 coudées. À la fin des temps, il reste 144 000 fidèles. 12 000 pour chacune des 12 tribus d'Israël. Alors ça c'est pour... c'est amusant, parce que j'ai découvert ça en faisant cette recherche-là. C'est les nombres figurés. Les nombres vont être représentés aussi par des figures géométriques. Et donc vous avez les nombres triangulaires. Donc vous pouvez le 3 l'arranger sous forme d'un triangle. Le rouge et les deux jaunes, ça fait un triangle. Si vous en rajoutez 3, vous avez à nouveau un triangle. Donc 6 est triangulaire. 10 est triangulaire aussi. Et donc vous avez les nombres carrés. Ça, on est habitué au carré. Hein, donc, et puis vous avez les nombres pentagonaux. Et le 5 et le 12 sont pentagonaux. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis vous rajoutez 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et donc, à cette époque-là, on jouait avec ça. Et puis en même temps, vous pouvez regarder, réfléchir, en disant, ben oui, 5, 12, ça vous dit rien? Un triangle qui ferait 5 de base, 12 de côté, combien ferait la diagonale? C'est un rectangle, oui, pardon. 13. C'est un triplet pythagoricien, donc vous connaissez 3, 4, 5, la corde à 13 nœuds, etc. Voilà. Le nombre après, c'est 5, 12, 13. Bon, c'est des nombres qui sont liés entre eux. Et alors ce que nous dit Jean-Paul Lemonde, c'est pour Saint-Mathurin, vous l'avez vu tout à l'heure, le nombre 12, c'est la hauteur du poteau. Le double carré, c'est 96. Si vous ajoutez les deux, vous avez 108. 108, c'est l'angle d'un pentagone. Vous êtes d'accord? Après, maintenant, vous prenez le nombre de Saint-Pierre, les nombres de Saint-Pierre. On a vu tout à l'heure que la hauteur du poteau, c'était 156. Et vous avez aussi le double carré, le même double carré, qui fait 96, le tout fait 252. Et si vous faites 360 moins 252, vous trouvez quoi? 108. Donc en fait, c'est le complément d'un angle d'un pentagone. Ça paraît trop fort. Donc on a l'influence, alors ça c'est ce que nous dit Jean-Paul Lemonde, l'influence du pentagone est certaine, puisque la voûte de l'abside, vous irez voir si vous n'êtes pas convaincu, elle est divisée en 5, et que le centre de la croisée est obtenu, alors là il faut lire le rapport de Jean-Paul Lemonde, est obtenu par l'application du nombre d'or, lequel est lié au pentagone que nous avons. Alors conclusion. Ça, c'est les conclusions de Jean-Paul Lemonde. La partition de l'abside gothique en 5 secteurs suggère que le 5 et les pentagones ont une importance majeure dans la conception de l'Église. Il y a aussi 5 portes. Si vous faites le compte des portes, il y en a le transept nord, transept sud, portail ouest, portail nord qui donne sur la rue de l'Église, et puis vous avez une petite porte sur le côté qui donne accès à la nef. Vous avez 5 portes. Bon, juste une parenthèse.
Le positionnement du centre de la croisée fait directement appel au mode de construction du Pentagone, c'est ce qu'on vient de voir, je ne vous l'ai pas montré. Les nombres symboliques de l'Église révèlent la présence du Pentagone, puisque le nombre 108 apparaît discrètement, et met à l'évidence plus que le 5, c'est le 12, nombre de l'harmonie, et le 144 qui gouverne tout le tracé. Voilà ce qu'il nous dit. Et pourtant, le grand nombre de l'Archange, le nombre de Saint-Mathurin et Saint-Pierre est 720, c'est-à-dire 5 fois 144. Donc on retrouve 5, 12, etc. Donc, deux personnes avec des approches différentes sur des objets différents, l'un s'est intéressé à l'Église, l'autre au paysage, au territoire, suggèrent que le 5 et le 12 ont joué un rôle dans les dimensions de l'Église ou dans une espèce de tracé régulaire. Alors j'en vois qu'ils sont sceptiques. Donc, voilà, au passage, j'en prends le monde, alors je suis désolé pour que ça sorte si mal. Le pied de l'archange est tout à fait exact, à poil près, celui qui est le pied carolingien de l'époque. On est on trouve à l'archange un pied de 0,321, alors que le pied carolingien est 0,324. Il faut savoir que les maîtres bâtisseurs, il y avait toujours, enfin, il y a une incertitude. En tout cas, on est sur une incertitude, enfin sur un écart qui est relativement modeste et insignifiant. Mais retenez que, je vous l'ai déjà dit, qu'on est sur un pied carolingien. Donc la question qui se pose, est-ce que tout ça a un sens? Je vous la pose. Alors est-il possible que non seulement l'architecte de l'Église, mais aussi l'urbanisme et l'espace rural alentour soient l'expression d'une volonté, d'une même pensée géométrique aux dimensions harmonieuses inspirées par la tradition et les Écritures? Question, si oui, quand a-t-on fait ça? Qui a pu faire ça? Comment a-t-il pu faire ça? Et pourquoi? Donc là, on va rentrer dans la spéculation. Parce qu'ici, je vous ai montré des choses qui sont des constats, enfin en tout cas, qui peuvent être vérifiés. Après, pour le reste, ce que je vais vous dire, ce sera à vous de vous faire un avis. Alors, quand? Je me suis posé quand? Si on a imaginé un tracé régulateur de cette dimension-là, c'est probablement simultané à la construction de l'Église. On est dans ce... Bon, voilà. C'est une hypothèse qui part du XIIe siècle. C'est au XIIe, au moment où on a construit l'Église. Alors, la construction de l'Église, c'est entre le XIIe et le XIIIe. C'est à ce moment-là, si on a conçu quelque chose de cette dimension-là, ça ne peut être qu'à cette époque. Bon, vous pouvez contester. Donc la période d'édification de l'Église correspond à la deuxième moitié du XIIe, début du XIIIe. Et on a une date pour l'archant, c'est le 18 octobre 1176. On procède à l'archant à la translation des reliques de Saint-Mathurin. C'est-à-dire probablement pour construire, il y avait l'église avant, pour construire l'église, on débarrasse les reliques, et puis quand c'est suffisamment avancé, on y revient. Puis en même temps, on essaye de récupérer de l'argent pour finir. Et donc l'église n'est pas encore achevée, elle sera achevée, la nef sera achevée au début du XIIIe, donc on est deuxième moitié du XIIe et début du XIIIe. Alors, au moment où on opère la translation des reliques, on en prélève un petit bout, puisque c'est précieux, les reliques. Et donc, on va en prélever un petit bout, et c'est probable, hein, on n'a pas de certitude, au moment de la translation, et donc ça va aller à la chapelle des Mathurins à Paris, la chapelle des Trinitaires. Laquelle chapelle, donc, était, donc, on est sous Louis VII, il avait existé à Paris un hôpital, une aumônerie du nom de Saint-Benoît qui était tributaire, qui dépendait du chapitre de Notre-Dame de Paris. Et donc c'est précisément là que vont aller, à ce moment-là, probablement qu'on a prélevé les reliques qui vont aller dans cette chapelle qu'on va appeler donc, chapelle des Mathurins. Donc les trinitaires, ils ont pour vocation d'essayer de libérer les captifs, ceux qui se sont fait prendre quand ils sont allés à Jérusalem pour essayer de libérer Jérusalem au moment des croisades, ils se font prendre, il faut payer une rançon. Et donc les trinitaires, ils ont vocation à payer la rançon. Donc ils cumulent un certain nombre de richesses pour libérer les captifs. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on retrouve les trinitaires, hein, si vous voulez, peut-être que c'est une coïncidence. En tout cas, c'est l'histoire de l'Église. Alors 12e siècle, le contexte, c'est, il faut imaginer que c'est vraiment un siècle très particulier. Le XXe siècle a été un siècle extraordinaire par rapport en termes de construction, de progrès, etc. Alors on peut être d'accord ou pas, mais en tout cas c'est
une époque qui a de bouleversements. Le XIIe siècle, c'est un peu pareil. C'est pas le Moyen-Âge tout entier, c'est un siècle très particulier dans le Moyen-Âge. Donc c'est un retour à la prospérité, à la croissance démocratique, l'économie se développe. On va assister au développement des villes. La fin du XIIe, il y a 1000 villes, et la plupart sont nouvelles. On défriche, on reconquiert des espaces qui étaient tombés en friche. C'est aussi l'époque de la réforme grégorienne. C'est un grand renouveau culturel. La culture sort des abbayes et rentre dans des écoles cathédrales, l'école cathédrale de Paris, l'abbaye de Saint-Victor, les premières universités. L'abbaye de Saint-Victor était sur Jussieu, là où est Jussieu aujourd'hui, donc l'ancêtre des universités. Donc, leur émergence, c'est à cette époque-là. Et puis, on traduit les textes grecs, on traduit de l'arabe, et donc on a accès aux philosophes de l'Antiquité, et ce qu'on enseigne dans les écoles cathédrales, c'est les arts libéraux, les 7 arts libéraux. Donc je vous ai remis ici la grammaire, la dialectique, la rhétorique, et puis l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. C'est aussi le temps des croisades, hein, donc on va aussi tenter de libérer Jérusalem. Alors, dans la pensée, si on se met dans la pensée du XIIe siècle, l'essentiel est dans l'invisible. Le divin est présent dans les signes à l'intérieur d'une trace, d'un vestige d'une image, donc il y a ce qu'on voit, puis il y a ce qu'on ne voit pas. Et la science, en particulier la géométrie, l'astronomie, était directement liée au divin pour la plupart des érudits médiévaux. Donc, puisque Dieu a créé l'univers d'après les principes géométriques, et le Dieu avec son compas architecte de l'univers, les principes géométriques et harmoniques, donc rechercher ces principes, c'est aussi rechercher et adorer Dieu. Donc on est dans cette logique-là. On a aussi une foi profonde et une grande peur de l'enfer. L'Église joue un rôle considérable à cette époque-là. On n'a pas de commune, etc. Qui administre localement, c'est l'Église, les paroisses, etc. Et donc c'est l'Église qui domine le reste de la société. Il y a ceux qui prient, il y a ceux qui combattent, et puis il y a ceux qui travaillent, comme aujourd'hui, il y a qui travaillent. Et puis pour éviter l'enfer et obtenir le salut éternel, les chrétiens donc, sont soucieux d'accomplir les rites de l'Église, aller à la messe le dimanche, jeûner le vendredi, pendant le carême, etc. Et puis il y a aussi l'espoir des pèlerinages. Donc certains vont en pèlerinage, là où sont conservées les reliques. Alors le plus fameux des pèlerinages, c'est Jérusalem, mais c'est aussi Rome, c'est Saint-Jacques de Compostelle, qui existe déjà à l'époque. Et donc ils vont en pèlerinage, donc en espérant l'aide des saints et de leurs reliques pour obtenir le pardon et puis, in fine, accéder, faire partie des élus, donc accéder à l'au-delà. On est dans la crainte du jugement dernier, mais donc quand vous rentrez à l'Archante, on vous rappelle le jugement dernier. Vous avez le Christ en majesté, puis dessous c'est la résurrection des morts. Quelque part, on vous invite à réfléchir à votre devenir. Donc les chrétiens vivent dans la peur du péché mortel, de l'au-delà, du jugement dernier et de l'enfer. Alors l'Archant est aussi un point de pèlerinage. On est dans la même logique. Comme Jérusalem, alors un peu petit, hein, mais d'accord. L'Archant a lieu de pèlerinage. Enfin, c'était quand même pas rien. Hein. On dit qu'il y avait jusqu'à 50 auberges à l'Archant pour accueillir les pèlerins, au temps où le pèlerinage a été le plus prestigieux. Alors on vient y chercher des guérisons, bien sûr, mais aussi des indulgences. Donc voilà, je passe pour rappeler que l'Archant est encore aujourd'hui hein, un lieu de pèlerinage et on sort les reliques de Saint-Mathurin de temps en temps. Alors on est toujours au XIIe siècle, hein, je vous mets toujours dans le contexte du XIIe siècle, si jamais le XIIe siècle a été la période dans laquelle on a essayé de déployer ce tracé régulateur. Alors en 1030, voilà, le royaume de France, c'est ça, hein. C'est ce qui est en bleu. C'est tout petit. Et en 1066, il s'agrandit. Ici, on est sur 1080, donc vous voyez, le royaume de France est un peu plus grand. Il reste encore tout petit. Et donc, ce qu'on a ajouté, c'est le Gâtinais. Le Gâtinais, en 1066, passe dans le royaume de France. Donc,
pour Louis VI le Gros, Louis VII et Philippe Auguste. Voilà un peu les rois de cette période. Alors vous avez Sens ici, donc, qui fait partie du royaume de France. Montargis, Nemours. Donc, en fait, c'est écrit ici, le Gâtinais revient au domaine royal en échange de la neutralité entre les frères héritiers du comte d'Anjou. Donc, ils se battent pour la succession du comté d'Anjou, et pour obtenir la neutralité, il faut lire l'histoire, donc le Gâtinais passe dans le domaine royal. Alors, à cette époque-là, bon, les seigneurs dans le Gâtinais, il y a un peu d'abus de pouvoir, les prévôts du roi ont ruiné l'agriculture, les campagnes se sont diversifiées, les terres retournent en friche, donc c'est plutôt la partie, la période où ça ne va pas bien. Et puis il y a des changements. Donc Louis VI le Gros, après avoir neutralisé les seigneurs pillards d'Île-de-France, donc il établit la charte de la coutume de Loris. En gros, il va moins d'impôts, moins de contraintes, etc. Donc il va essayer de développer l'économie. En faisant appliquer les chartes, la coutume de Loris, il faut lire en détail, donc les hommes ne sont plus obligés d'aller se battre pour leur seigneur, en tout cas pas plus loin qu'une journée de marche. La fiscalité change, etc. Donc on attire finalement des gens pour s'installer, produire, remettre en culture, produire de la richesse. L'idée, si ça fonctionne bien, ça va rapporter un peu plus. Voilà, donc c'est cette période-là, et la coutume de Loris va se développer dans le Gâtinais, et on aura une multiplication de ce type de coutume. Mais ça permet aussi d'organiser sur un territoire, si on accorde des privilèges, d'orienter les populations vers tel ou tel pôle de croissance. Donc elle est connue, on l'appelle la coutume de Loris, mais aussi la charte de Loris. Et Loris, c'est un bled du Gâtinais. On n'est pas très loin, et d'ailleurs Louis VII fréquentait énormément. On a Toison, qui est un historien local, qui a fait la liste des passages de Louis VII à Loris. Il allait fréquemment chasser là-bas, et donc il y avait une résidence royale à cet endroit-là. Donc c'est un acte légal, donc qui établit les droits juridiques des habitants, et donc qui a la vocation effectivement à développer l'économie. Donc on est dans ce contexte. Je voulais dire que c'est aussi dans ce contexte que le tissu des églises rurales va aussi émerger. Si vous faites le tour, on y reviendra peut-être tout à l'heure rapidement, mais de toutes les églises du plateau, elles ont toutes commencé au XIIe siècle, ou au plus tard, au début du XIIIe. C'est l'époque où les paroisses s'organisent, et où autour des paroisses, autour des églises, va se structurer l'espace rural. L'architecte incorpore des mesures et des nombres symboliques tirés des Écritures. C'est juste deux exemples. On est ici à Amiens et à Beauvais. Et donc, le nombre de pieds jusqu'à la voûte, à Amiens, c'est 144 pieds. Encore 12, etc. Et à Beauvais, c'est 144. Vous avez vu une qui est plus grande que l'autre. C'est pas logique qu'ils n'ont pas utilisé le même pied parce qu'ils voulaient être plus haut. Donc, ils se tiraient un peu la bourre, quoi. Et donc à Beauvais, ils utilisaient un pied un peu plus grand. Et donc c'est plus haut qu'un petit. D'ailleurs, il a eu quelques soucis. On retrouve aussi, là c'est un autre passage, je vais passer rapidement, mais on retrouve dans les Écritures, en tout cas dans les textes qui sont des abrégés des textes bibliques de l'époque, référence au nombre 30. En hauteur, nous avons 30, pour parler du temple de Jérusalem, 30 coudées pour le premier niveau. C'est précisément ce qu'on retrouve à Paris. Alors, ça, c'est pas moi qui le dis, donc il y a un certain nombre de gens, donc ce sont des médiévistes qui se sont intéressés à la relation entre l'écriture et l'architecture, et on retrouve, ici en tout cas, il souligne le fait qu'on retrouve dans les Écritures et dans la réalité de Notre-Dame une hauteur de 30 pieds pour le premier niveau. Alors, quelques exemples. S'il y avait réellement eu un tressan régulateur, l'argent, il y en a peut-être d'autres ailleurs. Alors, ça c'est Besançon, dans une boucle du Doubs. Donc c'est un développement global qui s'est appuyé sur une cadastration romaine. Bon, là on remonte à l'Antiquité.
Et ça vous parle peut-être sur les circulades du sud de la France. Donc, alors on a vraiment une construction ex nihilo où on a une organisation de l'urbanisme sur cinq cercles concentrés. Donc il y a des gens qui sont amusés à étudier ces circuits-là. On est en sud, on n'est pas chez nous. Bon, ça a démarré au XIe siècle. Donc il y a déjà une planification des constructions urbaines dès le XIe siècle. Ça, c'est pas de la construction spontanée, c'est pas possible. Donc il y a quand même une pensée derrière. Alors il y a d'autres formes. Donc on n'est plus sur les circulaires, basé sur le cercle, on est sur le carré, le rectangle, vous préférez. Là on est au 13e, au Montpazier. On a Aigues-Mortes, là c'est une ville fortifiée, du coup ça ne peut pas déborder. Avec une organisation, ici c'est parfaitement géométrique, là il y a un quadrillage. Donc on a pensé, en tout cas on a organisé des villes, donc on est à l'émergence des villes, 12e, 13e, il y a des villes nouvelles qui sont créées ex nihilo, mais on va planifier. Et la fiscalité, la coutume de Loris a aussi aidé à organiser le territoire. Alors plus proche de nous, Villeneuve d'Archevêque, on n'est pas très loin, beaucoup. Ça c'est Villeneuve d'Archevêque, on est entre Sens et Troyes, à la limite entre le Royaume de France et les comtés de Champagne. Donc on a aussi un parcellaire de ce type-là. Et là, la charte, c'était tout petit, ça n'existait pas. Donc ce sont des moines de l'abbaye de Saint-Jean à Sens qui font la demande à l'archevêque de Sens d'accorder une charte de Loris pour cette localité, pour développer l'urbanisme, pour créer une ville nouvelle. C'était bien placé, c'est une ancienne voie romaine, ça circule entre le comté de Champagne et le Royaume de France, il y a de quoi faire des sous. Et donc ils se mettent en copropriété avec la Champagne et l'archevêque de Sens, et donc ils vont gérer ça ensemble et tirer profit de cette ville nouvelle. Et donc ça c'est une photo Google Earth. Donc vous avez 10 modules d'à peu près égale largeur. Et donc, c'est pas moi qui l'ai dit, je peux être mesuré, mais donc il y a des papiers là-dessus. On a une largeur de 47 mètres, soit 10 fois 144 pieds du roi ancien, donc c'est notre pied carolingien. Donc on retrouve 46,95. Donc on est sur 47 mètres, puis vous multipliez 144 pieds par 10 modules, vous êtes à 1440, on se rapproche des 144 000. Élus de la Jérusalem céleste, tous les 144 coudées de la hauteur du muraille, etc. Et les arpenteurs utilisaient la perche, donc 47 mètres, traduit en pied ou traduit en perche, ça fait 18 pieds. Ça fait, pardon, 18 pieds par perche, ça fait 8 perches. 8 perches, 8 perches, 8 perches, 8 perches au total. Donc il y a. Et la charte de Loris, la date c'est 1172. Et donc l'église, la translation, je vous dis 1176, on est exactement à la même période dans la région. Donc on a créé de toutes pièces une ville nouvelle avec une charte de Loris et on a imposé un modèle d'urbanité. Donc finalement les idées de guerre de bois deviennent un petit peu moins fantaisistes. Je suis pas sûr que ça vous convainc. Qui a pu faire ça? Là, on a vu quand est-ce que ça a pu être fait. On a vu qu'il y avait d'autres exemples ailleurs. Qui a pu faire ça? Il faut forcément un pouvoir centralisé. Et là, on n'a pas de texte, parce que s'il y avait des textes, je ne vous embêterai pas aujourd'hui, on saurait. Certainement, il faut l'accord du roi. Donc, à l'époque, c'est ou Louis VII ou Philippe Auguste. Pour la petite histoire, Louis VII, il n'a pas été appelé à... Il ne devait pas devenir roi. C'était pas son rôle. Lui, il a été formé, normalement, il devait rentrer il a été, pour faire une carrière cléricale, il devait même rentrer dans un monastère. Et donc, on l'appelle aussi Louis VII le pieux. Il était déjà très... En tout cas, il était très pieux.
donc son fils Philippe Auguste. Maurice de Soulis, c'est un proche de Louis VII. D'ailleurs, sur son lit mort, Louis VII appellera Maurice de Soulis. Donc ils ont été à l'école ensemble, etc. Donc c'est des potes. Et donc lui, il est évêque de Paris. Et puis localement, alors évêque de Paris, Notre-Dame, le chapitre de Notre-Dame est quand même seigneur, l'ancrage ici. Et puis il y a cette famille Clément, donc qui sont des descendants des comtes du Gâtinais, un certain Robert Clément. Lui, il est conseiller gouverneur du prince royal, donc de Philippe Auguste. Il a été régent pendant la jeunesse de Philippe Auguste. Et donc il est à l'origine du château de Metz-de-Maréchal. Ça vous parle, le Metz-de-Maréchal? C'est pas très loin d'ici, côté de Soupe. C'est château, hein, derrière Fayet. Château qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'est le Louvre, le château que Philippe Auguste va construire. Et donc il est maréchal de France, donc il est proche, c'est un Clément, et il est proche de la famille royale. Puisqu'il est maréchal de France, donc il est à la tête des armées de Clément. Et donc son fils, Hugues Clément, il est chanoine de Notre-Dame, et donc il va être élu pour prendre la tête du chapitre, et il est qualifié aussi dans les textes de seigneur de l'Archon. À Nemours, on a Gauthier de Villéon, donc il est chambellan du roi de Louis VII, c'est-à-dire le chambrier, celui qui est dans l'intimité du roi. Et donc c'est lui qui va être un des seigneurs par son mariage, hein, qui devient seigneur de Nemours, et lui aussi, c'est lui qui va construire le château de Nemours. Ça va être un grand bâtisseur. Et puis on a Hugues de Saint-Victor, qui est aussi propriétaire de coin, hein, donc en Pontville, appartient à l'abbaye de Saint-Victor, je l'ai dit, ancêtre de notre université de Jussieu. Et donc Hugues de Saint-Victor est un des plus grands théologiens du XIIe siècle, et il est aussi un proche du chapitre de Notre-Dame, proche du roi, etc. Donc il y a de ces personnages, on peut imaginer, en tout cas, et on verra pourquoi, ils sont tous implantés par ici, ils ont tous autorité plus ou moins sur le territoire de l'Archon, la possibilité d'organiser un tel territoire. Je vais passer, je vous ai dit pas mal de choses. Bon, Maurice de Sully, au passage, c'est lui qui va faire Notre-Dame de Paris, hein, donc c'est lui qui lance les travaux, c'est le chapitre, le double déambulatoire, c'est lui aussi. Hein, donc on est quand même dans le temps. Gauthier de Nemours, on passe. Comment ils ont pu faire ça? Bon, là, c'est un peu plus facile. Il y a des traités d'arpentage médiévaux qui nous sont parvenus, et ils tenaient ça d'une tradition des agrondanceurs de l'Antiquité. Donc la tradition s'est transmise, et les connaissances pratiques de l'arpentage étaient disponibles au Moyen-Âge et à cette période. Alors, la fondation des villes, au moins dans l'Antiquité, avait une dimension religieuse. C'est-à-dire l'acte de fondation était un acte religieux, et s'appuyait, alors, on établit des limites pour orienter la cadastration au moment des Romains. Et donc on s'appuie aussi sur la course du soleil, et de façon à orienter la vie. Donc il y a une dimension cosmique dans la fondation d'une ville. Alors ce qu'on trouve dans les traités d'arpentage, c'est des dessins comme celui-là. Finalement, là on a une ville fortifiée avec une enceinte, et puis les limites qui sont celles-là qu'on va définir, et qui sont là sur les 4 points cardinaux. Vous pouvez transformer comme vous voulez, mais on pourrait imaginer d'avoir, au lieu d'avoir 4 portes, d'avoir 5 portes comme à l'Archon. On pourrait transposer. Et puis on trouve ça aussi dans les traités, donc ça c'est des illustrations, hein, les médiévales, et bon, on vous explique ici, sur des figures qui sont tirées d'un traité d'arpentage, qu'on avait ici une tour, hein, il y a aussi un personnage, là, bizarrement il y a un triangle équilatéral, peut-être que ça
renvoie à la triangulation. Et donc ça pouvait faire référence. Vous retrouvez ici un autre motif, on a aussi cette tour. Donc ici on a également aussi une tour. Bon, donc on a en tout cas les illustrations, en tout cas pour celle-là, peuvent laisser penser qu'on a utilisé la triangulation pour arpenter. C'est une époque où on commence à avoir des instruments qui nous viennent d'ailleurs, par les Arabes. On utilise le cadran, donc ça permet très bien de mesurer les angles, alors soit la hauteur d'un astre, mais aussi sur le terrain à mesurer les angles. Donc tout ça pour dire qu'on a la technologie. En gros, on a l'héritage antique et on a la technologie qui doit permettre de faire ce genre de choses. Alors ça c'est du 13e, ça vous parle? Ça vous parle à quelqu'un? C'est en cellule, Montadi, les temps de Montadi. Et donc là on est, je crois c'est au 13e. Donc c'était un ancien marais donc, qui a été défriché par des moines. Donc vous voyez le relief concentre les eaux vers le centre, donc ils ont drainé. Donc serait dessiné parcellaire, de toute façon c'est assez spectaculaire. Et donc il y a un fossé à contre-pente qui évacue l'eau vers un autre ruisseau, donc ils ont parfaitement drainé, et donc ils ont été capables de ce type d'arrangement. Et on est au 13e, 1270. Donc le fossé, voilà, vous connaissez le parcellaire, et le fossé, serait celui-là qui ramène vers un petit ruisseau, fossé à contre-pente. Donc on est capable de faire ça. Donc a priori, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable d'organiser une géométrie et une planification sur des territoires larges. Alors le pourquoi, l'idée, enfin ce que je vous propose, donc les reliques construisent, ça fait référence à un bouquin sur les reliques qui est passionnant. Et donc les reliques vont construire un espace sacré symbolique et significatif, d'abord en rapport étroit avec l'autel, et puis ensuite avec l'intérieur de l'église, et puis avec les alentours immédiats, et enfin avec le bornage géographique d'un territoire déterminé. Donc il y a une spatialisation du sacré autour du point central que représentent les reliques, qui sont le moyen finalement d'accéder au ciel, de se rapprocher en tout cas du divin, avec l'aide des reliques. Alors on trouve ça, c'est un peu plus précoce à Cluny. Il existe un ban à Cluny, donc une ban comme banlieue, et donc c'est la loi le pouvoir abbatial, le territoire sur lequel le pouvoir abbatial s'exprime à l'origine. Et donc le pouvoir abbatial est sacré, donc il procède de la consécration des autels. Et donc la sainteté rayonne vers l'extérieur à partir du lieu saint, selon les cercles concentriques, j'invente rien. Et donc le banc sacré est limité par des termini, donc qui disposés sont des sortes de bornes, si vous préférez, disposées tout autour du monastère, qui matérialisent donc cette fiction, donc ces cercles concentriques qui vous rapprochent progressivement du sacré et qui sont matérialisés dans le paysage. Donc ça c'est le cas de Cluny, par des bornes, des croix ou des églises. Donc on peut imaginer qu'on est dans la même logique. On a quelque part des repères dans le paysage qui vous rapprochent progressivement du point le plus sacré qui sont les reliques de Saint-Mathieu. Donc voilà, je vous remets ça. Ça, je pense que je vais passer un petit peu vite, c'est pour vous dire, Chemin-Brier, c'est du 12e, Guercheville, ça appartient à l'héritier de Poitiers Ier, Amponville, c'est l'abbaye de Saint-Victor, donc vous trouvez nos personnages de tout à l'heure, la chapelle de la Reine, ça appartient au roi de France, en particulier à Louis VI, Louis VII, Philippe Auguste. Louis VI va aussi éditer une charte pour la chapelle de la Reine, l'église 12e. Après nos communes qui sont sur le 2e cercle, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on retrouve l'abbaye Saint-Victor à Uri, on retrouve Philippe Auguste à Reclose, on retrouve Gauthier du Nemours à Grès-sur-Orne, je passe assez vite, oui, ça, on dit toujours, c'est la commanderie Beauvais, liée d'une certaine manière à Gauthier de Nemours, donc au Fondonville-Gerrien. Et Auferville, une église, début du XIIIe, Hobsonville, 12e,
fin du XIIe à Burcy. On est aussi en lien avec l'abbaye de Saint-Victor. Église du XIIe, église du XIIe. Commanderie de Fourches, donc on est sur les commanderies templières, c'est pas innocent. Et puis à Cher, cité dès le XIIe, donc avec une coutume de Loris aussi. Voilà. Donc, potentiellement, je ne rentre pas dans le détail, mais potentiellement on a des églises du XIIe et on retrouve les acteurs qui potentiellement pourraient avoir eu une influence sur l'organisation du territoire. Ça, je passe, je vous ai déjà montré ça. Ce que je vous ai donné pour Cluny, hein, donc les différents cercles. Le premier cercle autour de l'autel, c'est le Saint des Saints. Le deuxième cercle, c'est le Très Saint. Et le troisième cercle, c'est Saint, Très Saint, le plus Saint et le Saint des Saints. Donc, en fonction du degré de sainteté, ne pouvait s'approcher de l'autel que certaines personnes. Donc, voilà. Et si vous aviez commis des homicides, etc., vous resterez sur le premier cercle. Alors, quelques indices supplémentaires, il y aurait d'autres traces qui donneraient un peu de crédit à ces histoires-là. Ben, il y a le tour de la chasse. Donc, on a une tradition à l'Archon où on baladait les reliques. Et donc, l'idée de balader les reliques, c'est faire une grande procession. On réunissait d'ailleurs tous les paroissiens autour, c'était plutôt même obligatoire. Et on faisait un grand tour. Et on parcourait un territoire avec finalement l'idée de sanctifier le territoire et d'attirer, de se propicier les faveurs du saint, qui donne bonne récolte, la pluie au bon moment, etc. Et donc ce tour de la chasse, on ne sait pas de quand il existe à Archamps, mais on ne sait pas de quand il date. On peut imaginer qu'il date de l'époque où les reliques étaient là, sinon. Mais en tout cas, on ne sait pas quelle est l'origine, puisqu'on perd sa trace. Alors c'est une proposition qui est rentrée, ça fait 40 km. C'était quand même pas rien. Ça se faisait tous les ans, et au moment de la Saint-Barnabé. Bon, on verra tout à l'heure, c'est important. Et donc tout le monde participait, hein, donc on se réunissait, on partait même de nuit à Archamps pour ce grand tour. Alors il y avait certains qui allaient à cheval, aux pied. Et on descendait de cheval en règle de Burcy. Burcy, c'est quand même la colline, quand vous arrivez sur le plateau, c'est le point culminant, ou un des points culminants du plateau. Et au total, on stationnait 12 fois. On trouve encore une symbolique du 12 dans 12 paroisses. Et à tour de rôle, on célébrait une messe dans chacune des paroisses, en tout cas ce que dit certaines sources. Ça a disparu au 18e. Alors voilà les stations auxquelles on s'est atterri. Il y en a 12. Je vais vous montrer sur une carte, ça sera beaucoup plus simple. Alors on a perdu le circuit. On ne sait pas où on s'arrêtait, enfin, on ne sait pas si on s'arrêtait, mais les chemins qu'on a empruntés pour aller d'un point à un autre, de A à B, on ne sait pas exactement. Donc je vous ai fait les traits droits. Donc voilà à quoi ça ressemble le parcours. Archamps, on part de nuit, on arrive sur le plateau à l'aube, au moment où le soleil se lève. On fait ce grand tour là. Alors vous voyez l'aude, l'aurore, prime, enfin c'est la liturgie. Tierce, 9h du matin, la messe elle va retrouver, 12 heures, on est à Sexte, on est à Burcy, au point le plus haut à midi. Et puis on descend, on passe à Rubon, on passe par Reconduit. Voilà, c'est le soir, et on va redescendre à Comply, au plateau, et on revient à l'Archon. Donc il y a une espèce de sens horaire déjà. Oui, ça c'est le texte. On a un sens horaire, donc on tourne dans le sens horaire, et on accomplit, la liturgie s'accomplit tout autour du parcours. Et au passage, on va passer par certaines paroisses qui appartiennent, en tout cas à la vision de Guernesey. Alors on sait un peu plus de détails sur cette liturgie, parce qu'il y a un instituteur, non, je ne l'ai pas donné. Il y a un instituteur qui a collecté, je ne sais plus, c'est au 18e, parce que c'est pas le 18e, qui a collecté un certain nombre d'éléments. On a des éléments concernant l'ordo, c'est-à-dire comment on organise la liturgie pendant tout ce parcours-là.
ce que je souligne, c'est qu'il y a au moins 4 fois, sinon plus, les psaumes, les chants font référence à la Jérusalem, à la ville de Jérusalem. Donc vous avez ici, le psaume 44, ça ne parle pas du tout, sauf que pour avoir été regardé, ça se rapporte à la rue de Jérusalem. L'antienne de Jérusalem, Exémonter, Jericae, et le 4 de Jérusalem sortira un reste et des survivants. Alors c'est ma traduction d'une mention. Bon, voilà. Donc il y a au moins à 4 reprises, sinon davantage, la liturgie fait référence à Jérusalem et au salut. Alors comment représenter Jérusalem? Vous avez une représentation de Jérusalem à cette période-là, circulaire, avec 12 portes, 4 x 3, 12 portes aux 3 points cardinaux. Donc ça c'est la vision dans l'Apocalypse de Saint Jean, Saint Jean et l'ange qui lui montre donc la Jérusalem. Alors la Jérusalem à l'intérieur des textes bibliques, il y a au moins à 2 reprises la population de Jérusalem au 6e siècle avant Jésus-Christ, elle est chassée de Jérusalem pour aller à Babylone, l'actuelle Babylone. Et donc, après cet événement, Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, a la vision de la Jérusalem nouvelle et du temple futur. Et il décrit le partage à la mesure de la terre d'Israël, avec le sanctuaire du centre, Jérusalem et ses 12 portes, réparties 3 par 3, aux 4 points cardinaux. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc on a des références à Jérusalem telle qu'elle a été vue dans les Écritures. Et puis c'est surtout dans l'Apocalypse de Saint Jean qu'on retrouve aussi une description de la Jérusalem céleste. Donc Saint Jean exalte donc, la vision d'Isaïe dans la Jérusalem céleste. Donc je pense que vous trouvez ça dans les Écritures. Il faut se dire qu'à cette période-là, Jérusalem était considérée comme le centre du monde. Hein. Donc, ici, vous avez une représentation du monde, avec le Christ, et au centre, c'est Jérusalem, ici circulaire. Et donc on a, ici, je vous ai mis un petit témoignage amusant. Arculf, au 7e siècle, évoque ainsi une haute colonne au centre de la ville, sur laquelle des rayons du soleil tombent à la verticale le jour du solstice d'été. Cette colonne prouve bien que Jérusalem est au centre du monde. Donc, on a une vision dans les Écritures, mais aussi la conception de l'époque, c'est que Jérusalem est le centre du monde. Alors je vais faire référence à un bouquin de ce chercheur, qui nous explique qu'il a étudié la symbolique de l'urbanisme et des villes, le symbolisme chrétien de la vie. Et donc il nous fait prendre conscience effectivement qu'il y a dans l'urbanisme et le motif de l'urbanisme une symbolique qui est attachée à la chrétienté. Donc la ville est was a special place, c'est un modèle pour le monde à venir, une cité de Dieu. Donc on est dans cette logique. Donc la ville est à la fois une image de l'univers, de l'homme, tous deux ayant été créés, ordonnés par Dieu lui-même. Donc la vie est considérée à la fois comme un microcosme de l'univers et un macrocosme de l'homme, un corps humain placé entre le macro et le microcosme. Voilà, ça c'est la plus grande carte médiévale qu'on ait connue aujourd'hui. Ça fait 30 feuilles de parchemin, 3,57 m, on est à un petit bout. Vous avez donc une représentation du monde. Vous avez Jérusalem au centre, ici, qui est en carré. Et puis c'est aussi une symbolique de l'homme, ou du Christ, puisque si vous regardez bien, vous avez la terre et les lois, et les hommes. Donc il y a une espèce d'homologie entre le monde et ici la représentation du Christ. La Jérusalem céleste, donc, est une forme circulaire, hein, et aussi le cosmos était représenté de forme circulaire. Ici, c'est typique de cette période médiévale, où le monde est représenté de façon circulaire, et les continents, voilà, c'est simplifié. Ici, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, hein, donc avec cette forme dentée qui est caractéristique. Et puis autour du monde, on a
les astres, donc la Lune, et puis après vous avez en couches successives, donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, donc vers le Soleil quelque part. L'Église elle-même est considérée donc, par les auteurs médiévistes comme des représentations de Jérusalem céleste. Même l'historien de l'art, Hans Sedgmar, a formulé cette théorie selon laquelle les grandes cathédrales gothiques de France, 12e et 13e, seraient une imitation de la Jérusalem céleste, une projection terrestre de la cité céleste. C'est les théories de Platon, hein, le microcosme, le macrocosme, ce qui est en dessous étant aussi en dessus, et le reflet de ce qui est. Quand on va la donner au culte, c'est un livre dédicace, et là, ce sont les passages de l'Apocalypse de Saint Jean qui sont utilisés dans la liturgie. Et donc c'est un des arguments qu'utilise l'auteur pour dire l'Église est finalement une représentation de la Jérusalem céleste. Donc, je ne vais pas lire le texte, on mettra en ligne la présentation pour ceux qui veulent approfondir. Alors derrière, il y a peut-être une dimension cosmologique, enfin, si on est toujours dans le pourquoi on aurait fait ça. Et donc on a cette procession circulaire, on fait le tour d'un territoire, peut-être aussi symboliquement on fait le tour du cosmos. Et donc cette date, le tour de la chasse, le tour des reliques a lieu à une date très particulière, c'est le mardi qui suit la Saint-Barnabé, et c'est une date solsticiale. Alors je vais vous dire pourquoi, le 11 juin c'est pas le 21 juin, vous allez me dire non c'est pas solsticial, le 11 juin c'est pas le jour du solstice, c'est le 21. Sauf que on a fait, au niveau des calendriers, on a fait des ajustements d'une dizaine de jours. Et donc au XIIe siècle, la date astronomique du solstice d'été, si on tient compte de tout, ce serait entre le 14 et le 15 juin. On est bien avant la correction des 10 jours. Et donc il y avait effectivement une dérive du calendrier par rapport au calendrier astronomique. Et donc en moyenne, ça revient, je passe sur les détails, mais ça revient finalement à fixer la date, si on fixe la date le mardi qui suit la Saint-Barnabé, ça revient à fixer le tour de la chasse, le mardi qui suit la Barnabé revient à fixer la date de la procession en moyenne au solstice d'été. C'est 11 mois plus 3 jours et demi, ça correspond, 3 jours et demi étant la date moyenne, hein, si vous avez un mardi, donc le mardi peut tomber au début, à la fin, etc. Donc en moyenne c'est 3 jours et demi, après le 11 juin, ça ferait entre le 14 et le 15 juin, qui est exactement la date du solstice d'été. Donc faites-moi confiance, c'est une date solsticiale. Donc on fait une procession au caractère solaire le jour du solstice. Et donc les chrétiens, il y a une analogie entre le Christ et le soleil. Les chrétiens font grand usage de la métaphore du soleil pour désigner le Christ. Non seulement en nommant le Christ soleil véritable, soleil de justice, mais aussi en décrivant la vie, la mort et la révélation de Jésus comme le lever du soleil ou son coucher, sa réapparition. Noël, c'est finalement une chrétianisation d'une fête païenne, j'espère que je choque personne. Donc on fêtait le jour de la naissance du soleil invaincu. Et donc c'est comme ça que c'est la fête sur laquelle s'est superposée la fête de Noël. Et donc il y a un chercheur qui s'appelle Bernard Robreau qui a montré clairement que le rituel du tour de la chasse suivait finalement une organisation qui est toute solaire. On part la nuit, on est dans le creux, on arrive à l'aube sur le plateau, on est au point le plus haut au moment de midi et on redescend à la nuit à l'arche. Alors voilà ce que ça donne, je vous ai remis le parcours. Voilà. Et puis il se trouve que le solstice d'été, le soleil se lève au solstice d'été sur cet axe-là, enfin vu de l'arche en ce. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on est aussi au plus haut du parcours, à midi, etc. Donc il y a une sorte de coïncidence entre l'organisation de l'ordo et puis l'axe de lever du soleil et solstice d'été. Alors ça, c'est le chemin par lequel on arrive. Alors ça coïncide avec le marqué chemin des Bœufs, c'est aussi le chemin de Saint-Mathurin. Quand on venait à l'Archamp, on pouvait arriver de partout, mais on pouvait arriver de Chartres.
Et depuis Chartres, il y a un chemin qui s'appelle Chemin de Saint-Mathurin qui vient jusqu'à l'Archon. Et donc il arrive ici, et il est tout droit jusqu'à l'Archon. Ce qui signifie qu'un pèlerin qui arrivait, bon, ça c'est le chemin des Bœufs, ou le chemin de Saint-Mathurin, comme vous voulez. Au fond, si vous dégagez tout ça, vous avez l'Archon, puis quand l'église avait un toit, vous la voyez, quoi. Aujourd'hui, on la voit un petit peu dépassée encore quand il n'y a pas trop d'arbres. Hein. Et donc, les pèlerins pouvaient arriver, et, enfin, en tout cas, apercevoir le point le plus sacré chez nous. Et c'est précisément, alors là, on ne voit pas le disque solaire, mais c'est précisément cet axe, au solstice d'été, que le soleil se lève, qui est peut-être aussi une symbolique. Voilà, ça c'est une représentation du parcours du soleil à cette période-là, dans les manuscrits médiévaux. Ici, vous avez le parcours du soleil l'hiver. Il se lève assez bas au sud, et puis il se couche assez bas. Il se lève assez bas au sud à l'est, et puis il se couche assez bas au sud à l'ouest. Au moment des équinoxes, c'est est-ouest, donc il est un peu plus haut dans le ciel, c'est au zénith. Puis là, vous avez la représentation du solstice d'été, c'est précisément à ce moment-là que le soleil est le plus haut dans le ciel. C'est aussi sur cet axe-là que la procession a atteint son sommet. Alors, j'ai été jusqu'à prolonger la métaphore, d'ailleurs la métaphore cosmique. Donc, quand la procession démarre, elle s'arrête, elle part de nuit, elle s'arrête sur le reposoir de Marie-Madeleine. À la sortie de l'Archon, il y a une croix qui s'appelle la croix de Sainte Marie-Madeleine. Maria Magdalena, c'est là où il y a la boîte à livres. Bon, c'était pas sa position initiale, mais vous remarquerez, il y a une petite étoile à 5 branches sur la croix. Donc, au moins dans certains textes, Marie-Madeleine est associée à l'étoile du matin, donc à Vénus, donc c'est une étoile qu'on voit le matin ou éventuellement le soir, mais il y a une association entre Marie-Madeleine et Vénus. Et donc, Marie-Madeleine aussi, l'épouse spirituelle du Christ. Hein. Et il y a ce lien aussi, quand on voit Vénus, le soleil n'est jamais loin. Hein, donc, soit il vient de se coucher, soit il va se lever. Et donc, je me suis demandé si cet axe, parce que je disais, quelque part, on a une forme pentagonale, qui rappelle quand même, finalement, qui renvoie à Vénus, hein, donc le 5 aussi. Et donc, de regarder à quel endroit on pouvait bien se lever, ou se coucher, exactement le coucher extrême de Vénus. Et donc, l'azimut, c'est 227. Comme il y a un solstice pour le Soleil, il y a un vénustice pour Vénus. Donc, il y a un endroit où le Soleil se lève, sa position extrême, c'est la même chose pour Vénus. Et donc, il y a un vénustice. Donc, ça, c'est pour montrer qu'il y a des outils pour calculer un azimut extrême pour la planète Vénus. Et donc, si je mets ça sur mon diagramme, donc je vous ai remis l'imagination de Garde-Bois, hein, ici. Donc, les 5 branches, l'archon qui se prolonge hors les murs. En pointillé, là, vous avez c'est peut-être le solstice. Au passage, c'est aux alentours de la Saint-Pierre, qui est un dessin qu'on retrouve à l'Archon. Je démonte tout parce que c'est assez sombre. Voilà. Donc vous avez ici en pointillé le chemin de Saint-Mathurin, qui est associé au solstice, et vous avez ici une des 5 branches, et qui correspond exactement au coucher, au vénustice, donc au coucher extrême de Vénus. Lequel vénustice ne peut avoir lieu, c'est un peu ça que j'ai un peu zappé. Le vénustice, il a lieu autour du 10 novembre, et toujours autour du 10 novembre. Coïncidence troublante, c'est aussi la date de la fête de Saint-Mathieu. J'avoue que j'ai poussé un peu loin. Et ça pourrait expliquer, effectivement, après, pourquoi orienter, si toutefois il y a eu une intention, quel est le sens qu'il faut donner à cette orientation, parce qu'on aurait pu très bien
finalement s'aligner comme Carnot, le Camus, nord-sud, etc. Là, on a un décalage qui est de 12 degrés. Et puis pour ceux qui connaissent le calvaire des Trois, on a la même orientation, déclinaison du rapport au nord. Dernier point, parce que je crois que je vous ai épuisé, c'est est-ce qu'on retrouve d'autres indices? Oui, et toutes ces mérelles qu'on retrouve en Fondet, hein, donc je pense que certains ont déjà vu, c'est ce motif-là qu'on retrouve le plus. Ça c'est des relevés dans le golfe de Marfan. Alors il y a d'autres motifs, mais on retrouve celui-là le plus nombreux. Alors vous avez une typologie, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés à ça. Il y a une chercheuse italienne qui s'appelle Marisa Uberti, qui a fait un travail considérable de collecte. Et voilà ce qu'elle dit, je vous le traduis, un des aspects à considérer dans l'interprétation de ces mérelles, de ces triples enceintes, si vous préférez, c'est leur présence massive sur les routes de pèlerinage médiévaux. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le dit. Et puis on a un grand symboliste chrétien qui nous dit, avant le christianisme, ce dessin alors c'est Charbonneau-Lasset pour ceux qui le connaissent, avant le christianisme, ce dessin des trois enceintes devait avoir un sens symbolique précis. Je ne serais pas surpris que les chrétiens, en effet, une image de la Jérusalem céleste. Bon, ce sont que deux citations, mais il y a un certain nombre de convergences. Il y a un certain Hervé Poitvin aussi qui a beaucoup travaillé sur les mérelles, qui partage un certain nombre de vues. Je vous ai mis ici une mérelle qui était qui vient d'Italie, côté du lac majeur. Et donc vous trouvez une triple enceinte, 3 diagonales. Bizarrement, il en manque une. C'est peut-être la représentation du monde. Hein. Il manque l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Au centre, vous avez le monogramme du Christ, hein, donc au centre, le point le plus sacré, donc une représentation symbolique, peut-être, de la Jérusalem. Alors il se trouve que ça c'est la carte des mérelles qu'on trouve dans les abris gravés. Alors à chaque point, c'est une mérelle. Puis on a un gros tas à l'Archamp. Il y a 30% des motifs qui sont à l'Archamp. Et puis, alors bizarrement, vous avez un point ici. Ah, il n'est pas si beau que l'autre. Et ça correspond, c'est un briard. Briard, c'est le pont qui permet de traverser l'Essonne, et qui est précisément sur le chemin de pèlerinage, par lequel certains pèlerins peuvent arriver. On est sur le chemin de Saint-Mathurin, et on traversait au pont le chemin de Saint-Mathurin face à ici. Une représentation ici du XVe siècle, du temple d'Ézéchiel, donc représentation du temple de la Nouvelle-Jérusalem. Donc on a un motif qui est tout à fait semblable. Bon, je passe là-dessus, hein, vous avez, il y a 24 tours, on a les 12 apôtres, on a 144 carrés ici, je vous laisse compter. Voilà. Et puis on retrouve ces mérelles, on les trouve aussi, ici c'est le château Pèlerin, donc c'est une forteresse en Terre Sainte. Et donc on a retrouvé 2 mérelles sur ce... Voilà, donc c'est pas preuve, ça ne vaut pas preuve, mais donc en tout cas c'est un endroit qui était fréquenté assurément par les pèlerins. On a retrouvé 2 mérelles. Et puis ici on a une forteresse qui est donc le citadelle hospitalière de l'ordre de Saint-Jean, qui est construite au XIIe, qui a été construite aussi sur un plan, sur une double enceinte, mais pas sur une triple enceinte, mais sur une double enceinte. Donc voilà le nom de Hervé Poitvin, qui a travaillé sur cette symbolique, donc il nous dit qu'il y a probablement un rapport aussi avec l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. On trouve ces mérelles aussi sur, ici c'est sur l'Enfeu, donc c'est sur une chapelle funéraire d'un commandeur de l'ordre de Saint-Jean. Donc il y a 80, il y a 80, alors il y a d'autres motifs, mais il y a 80 mérelles associées à son tombeau. On retrouve aussi, et ça c'est pas inintéressant, on retrouve, et ça c'est le travail d'Hervé Poitvin, on retrouve aussi, et cette mérelle ici, elle est associée à des outils de charpentier, une douloire, donc, qui permettait d'équarrir et de travailler le bois. Et donc, vous allez dire que je vais trop loin, mais en tout cas, c'est pas moi qui l'ai proposé, suggéré, c'est Hervé Poitvin en disant
finalement, si on retrouve une ébauche de Tripensin, et puis au passage, vous pouvez compter, il y en a 12. Comptez, 12, si on retrouve cette Mirelle-là associée à travail de charpentier, c'est peut-être pas un hasard, puisque finalement, quand ils font ce travail de charpente, ils figurent une représentation en 3D de cette Mirelle. C'est précisément, c'est précisément ce qu'on trouve dans la théologie de Saint Victor. Vous avez vu que Saint Victor était un des grands théologiens du XIIe siècle, et donc il appuyait son discours et son enseignement sur des diagrammes. Et voilà les diagrammes tels qu'ils ont été reconstitués, et qui appuyaient, qui servaient finalement comme une lecture ou comme un parcours initiatique. Et donc on retrouve, vous voyez, le triple enceinte, un peu rectangulaire, vous trouvez les points cardinaux, et puis on trouve ici forme circulaire, et avec les signes du zodiaque. Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'orientation de tout ça, c'est l'Est. Le lever du soleil à l'équinoxe, donc la résurrection du Christ. Et voilà, et il est dit explicitement que fait, ces diagrammes sont une représentation en 2D d'une élévation en 3D. Et le discours théologique s'appuie sur ce type de diagramme et sur la construction, sur l'architecture. Voilà, maintenant c'est à vous de choisir entre rêverie spéculative et réalité historique. Pour moi, il n'y a rien qui prouve formellement que les observations de Garde-Bois révèlent un tracé régulateur intentionnel, pas de preuve. Maintenant, il n'y a rien qui prouve non plus le contraire. Donc voilà, rien ne prouve non plus que des hommes puissants, savants, ecclésiastiques, bâtisseurs du temps des cathédrales n'ont pas conçu et mis en œuvre une organisation du monde autour des reliques d'un saint, conçue à l'image de la Jérusalem céleste, pour mieux guider les pèlerins, portés par leur foi et pour leur permettre plus facilement d'accéder à la lumière divine. Dernière diapo. Je vous invite, la prochaine fois que vous aurez l'occasion d'être comme moi face au portail du jugement dernier, de lever la tête et d'imaginer la charpente tout au-dessus de vous, la charpente qui devait dominer la tour. Vous êtes précisément, finalement, au centre d'une Mirelle. Voilà, merci de votre attention. Donc peut-être des questions. J'ai peut-être été bavard aussi, donc je comprendrai que vous vouliez fuir. Il n'y a pas de mauvaise question. Allez-vous en faire un livre? Il faut que je l'écrive. Je pense que c'est séduisant. Et je pense que ce serait dommage de ne pas l'écrire. Et un livre, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut que je laisse une trace de ça. Ça voudrait dire que l'Archamp est au centre et un village qui a été construit avant tous les autres? Oui, tout à fait. C'est bon. Si vous avez entendu la question, est-ce que ça veut dire que l'Archamp était un centre et que le reste a été construit autour? Oui. Et si vous prenez les cartes les plus anciennes, le Lourd n'existe pas, Fontainebleau n'existe pas, etc. Vous voyez Saint-Mathurin de l'Archamp. D'accord. En Couville, Guercheville, il n'y avait rien. Je n'étais pas là, mais... Il n'y avait pas de village de... on pense qu'il y avait... Forcément, il n'y avait pas rien. Mais on est quand même au moment où la population va croître, où il y a un dynamisme économique, où l'habitat rural va structurer. Mais avant, il y a certainement eu des villas romaines. Oui. Et parce que finalement, les actes rituels, le baptême, le mariage et les enterrements, ça avait une importance, très grande importance. Les paroissiens se rassemblaient. Et c'était aussi l'unité d'administration. La paroisse, c'est l'église, finalement, on l'a évoqué. C'est ceux qui prient.
ne parlait pas de voie romaine. Moi, il me semble que la route qui va à la Correndrie, à la Fourche, c'est une ancienne voie romaine. C'est une hypothèse. Oui. Oui, alors il y a des voies romaines, oui, c'est certain. Mais après, je ne l'ai pas mis sur. Voilà, donc est-ce que. Non, oui, peut-être que. La route qui va à la Fourche est une ancienne voie romaine. D'accord. Ouais. Très bien, ça fait peut-être partie des. On va vérifier que ça n'est pas les branches de. Ouais. On a. Oui. Fait que la basilique a été placée à l'Archant et qu'il n'y a pas de basilique, il n'y a pas d'église identique aux environs. Oui, alors il n'y a pas d'église de cette taille-là. Oui. Oui, donc ça en fait un centre religieux particulier, puis un centre de pèlerinage. Vous imaginez À que. cause de Saint-Mathurin, À cause des reliques. à cause des reliques. D'où elle venait, je ne sais pas. Est-ce que vraiment Saint-Mathurin avait la chance? Mais encore un autre mystère. Oui, enfin, c'est ce que raconte la tradition. Il y a des gens, et Saint-Mathurin avait l'argent au IVe siècle. Mais quand on écrit l'histoire de Saint-Mathurin, on est au Xe siècle. Donc on a quand même un peu oublié. On peut avoir construit aussi cette histoire. Et pour qu'il y ait un lieu de pèlerinage, et puis le pèlerinage c'est important, ça apporte des sous. Et à l'époque, on a perdu Jérusalem, donc enfin, en tout cas, voilà. Et puis, oui, donc ça, il faut voir aussi derrière ça, il y a une dimension religieuse que j'ai évoquée, mais aussi une dimension économique, fiscale, d'organisation des territoires, etc. Et le pèlerinage est aussi une source de revenus, ça peut être une démotivation. Hein, d'ailleurs, on n'a plus accès au lieu saint, donc on crée, on développe, parce que peut-être qu'il existait déjà, on développe un pèlerinage. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres territoires où cette représentation a été utilisée pour construire, pour organiser le territoire? Alors, est-ce qu'on a, si je reformule la question, est-ce qu'on a d'autres exemples d'organisation du territoire à cette échelle-là? C'est-à-dire oui. Pas à l'échelle urbaine. À l'échelle urbaine, je vous ai montré quelques exemples. À l'échelle du territoire, non. Je n'en ai pas d'exemple. Ce que je peux dire, c'est qu'à Villeneuve-l'Archevêque, vous avez vu qu'il y avait, on est sur un quadrillage, et donc il y a un certain nombre de voies qui se prolongent dans l'espace rural. Et donc les études de parcellaires ont montré que ces limites que j'ai montrées servent d'appui à la construction du parcellaire. Donc ces tracés ou ces limites ont pu, au moins à proximité de Villeneuve-l'Archevêque, aussi structurer le parcellaire. Mais j'ai pas. C'est bien le problème, parce que s'il y avait d'autres exemples, ça rendrait encore plus crédible cette histoire. Oui, je crois avoir lu que l'Archant a été, dès la préhistoire, un lieu plus ou moins sacré à cause de certaines sources. Et les mérelles, je pensais naïvement que les mérelles qu'on voyait dans les grottes étaient également préhistoriques. Les mérelles, c'est pas préhistorique. Au mieux, vous avez des mérelles qui datent de la période romaine. Au mieux. C'est médiéval. Les mérelles sont médiévales. Ça, c'est absolument certain. Et puis, l'autre partie de votre question, c'était. Vraiment, c'était un lieu déjà. Oui, l'argent est probablement un lieu sacré de la plus haute antiquité. C'est presque certain. C'était un lieu de rassemblement aussi au niveau des monnaies gauloises. On retrouve beaucoup de monnaies gauloises avec des origines de tribus qui sont lointaines. Donc ça veut dire qu'on se rassemblait à l'argent et qu'on venait de loin. Alors peut-être pour des raisons commerciales aussi, peut-être pour des raisons. Et puis on est sur un lieu où il y a de l'eau. On a un marais. Et dans la conception des Celtes, l'eau était un point de passage vers l'autre monde. Donc, effectivement, je ne vais pas faire des liens avec la Jérusalem céleste, mais oui, enfin, on est sur un territoire qui est sacré depuis la plus haute antiquité. Enfin, en tout cas, c'est avec les indices qu'on a. Oui, ce qui est très surprenant, c'est l'importance dans l'ordre symbolique qui aujourd'hui qui nous échappe complètement, enfin qui est plus présent nulle part
dans l'organisation de nos vies. On n'a plus ces repères symboliques qui ont l'air si puissants. Et qui ont plus de sens. Hein. L'étoile, aujourd'hui, a 5 branches, c'est Starbucks. Hein. Donc, après, le M, c'est McDonald's. Donc, après, voilà, on a, en termes de symbolique sacré, on a perdu. Bon, après, IHS, si vous demandez aux gens autour de vous, ça veut dire quoi, IHS? Oui, vous avez raison, hein. La symbolique était partout, je pense, dans l'invisible, il y avait un sens. Derrière le visible, c'est caché l'invisible. Oui, mais il n'y avait pas de support de lecture et d'écriture, donc les gens ne savaient pas lire. Donc peut-être qu'il y avait d'autres façons d'aborder, enfin, oui, vous soulignez à juste titre que les gens ne savaient pas lire, sauf une élite. Et donc, mais un peu, moi l'idée je trouve, c'est quand vous rentrez dans une cathédrale, ça vous fait quand même de l'effet, parce que bon sang, ils ont fait ça. Et je pense que c'était ça l'intention, c'était de vous aspirer vers le divin. Elles sont construites justement sur des circuits d'eau, les cathédrales. Alors ça, c'est encore une autre question. Peut-être. C'est encore une autre spéculation, mais voilà. L'eau, oui, bien sûr. L'eau est importante. Après, un sourcier vous dirait que sous l'église de l'argent, il passe un courant d'eau. Vous avez mis en évidence la création de villages sur un cercle le plus éloigné, 7 km et demi. Est-ce que des erreurs d'arpentage ne peuvent pas justifier qu'on ne soit pas tout à fait sur le cercle? Erreur d'arpentage ou après des considérations pratiques. Encore une fois, j'ai mis en évidence des choses, je renvoie quand même sur Garde de Bois, parce que c'est lui qui a suggéré effectivement cette organisation spatiale. Après, le fait qu'il n'y a pas une géométrie extrêmement précise au mètre près, effectivement l'erreur d'arpentage peut être une solution, j'en doute. Peut-être effectivement la pente, etc. Mais il y a des raisons tout à fait pratiques. Et puis j'ai pris des mesures d'église à église, parce que c'était effectivement la bonne façon de mesurer. Vous n'étiez pas à l'implantation. Non, je n'étais pas là. Vous constatez l'implantation. Voilà. Après, est-ce que 2,5, vous avez, on a 5% de coefficient de variation. Hein, c'est 7500 mètres, plus ou moins 5%. C'est quand même pas extrêmement précis. Non, mais voilà. Et puis après, il y a tout ce qui... Là, il y a pratiquement tout, mais alors, il y a des bornes. Vous avez vu la pierre Fritz a une borne, c'est quand même une coïncidence. Là, vous n'avez rien, vous avez une borne. Bon sang. La pierre à Villa. Voilà. Et puis là, vous n'avez pas d'église, vous avez une commanderie. Bon sang. Une commanderie templière ou une chapelle templière. Et ça, c'est la même période aussi. Les commanderies templières, c'est la même période. Bon, est-ce qu'il y a eu un bornage? C'est possible, mais c'est pas. On reste quand même dans l'incertitude assez frustrante, je sais, mais voilà, c'est à vous de choisir. C'est bon pour vous tous? Merci de votre attention.
Merci.